des podcasts de 20-25 minutes qu'on va diffuser après en vidéo sur YouTube, mais en audio aussi sur toutes les bonnes plateformes. Et voilà. On pourrait commencer ça officiellement. Merci pour l'opportunité. Ben ouais, merci. Merci oui, c'est comme visibilité. Un petit coup de pub. Ben oui, c'est ça. Moi, je ne connais pas du tout Sentier de l'Est à part de nom. Fait que moi, je pense que je commencerai ça avec vous présenter. Puis qu'est-ce que c'est Sentier de l'Est? Ah oui, Phil Bilodeau, copropriétaire dans le fond de Sentier de l'Est. Ça fait une vingtaine d'années, 15 ans qu'on a Sentier de l'Est. Ouais, 2012 officiellement. Donc c'est ça, on est une entreprise là, dans le fond d'aménagement de sentiers de vélo de montagne puis de sentiers aussi de rando. Là. Donc principalement, là, c'est ça notre créneau. Vous avez, pour donner des exemples, des gens qui roulent déjà, qui ont roulé vos sentiers. Mettons, c'était quoi vos projets des dernières années là, pour qu'on ait une référence? Ben, les projets, Jérôme Dumais en passant, Sentier de l'Est, les projets ont été nombreux là, dans les dernières années. On s'est promené pas beaucoup à grandeur du Québec. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'argent investi là, via les subventions. Fait que ça a amené beaucoup d'ouvrages là, dans notre cours. Fait qu'on s'est promené pratiquement entre l'Abitibi jusqu'à plusieurs projets là, dans le bas du fleuve, même voir en Gaspésie. Puis c'est sûr qu'avec le temps, on voit les besoins les besoins changent chez les clients. On est beaucoup dans le mécanisé depuis quelques temps. On voit un retour là, depuis quelques années là, des besoins des sentiers hybrides, c'est-à-dire travailler à la main, mais avec un ajout mécanisé là, pour les volumes de terre, puis les berms, les sauts, tout ça. Ouais. Mais le côté, garder le côté rustique, laisser garder c'est ça, le caractère du sentier un peu plus là, que vraiment tout travailler. Fait que ça, il y a une grosse demande. Puis depuis quelques temps, là, les bike parks, là, les lignes de saut sont très en demande. Fait que ça a été... de notre côté, là, on s'est mis partenaire avec Wolf Bike Park. Fait qu'on travaille avec Simon et Alex là, du Wolf là, pour le design de la construction, les tests et le suivi chez le client là, par la suite. Là. Fait que vous êtes d'ailleurs sur Sentier du Portage. Notre-Dame du Portage. Notre-Dame du Portage en ce moment. Mont-Saint-Cécile aussi, là, récemment, là, sur le bike park, puis sur les sentiers aussi. Ouais. Là, Je connaissais pas pantoute cette montagne-là, puis j'ai vu ça cette semaine. Ah oui? Fait que ça sera destination à découvrir. Laquelle, ça? Mont-Sainte-Cécile. Mont-Sainte-Cécile, Ouais. proche de Mont-Mégantic. OK. Ouais. Je connais pas. Avec du ski aussi, fait que c'est bien. Ouais, c'est ça, exact. Bel endroit, je pense. Ben, c'est ouvert depuis l'automne dernier. Là. L'ouverture officielle est à l'automne. Ça commence là, à être plus utilisé, plus connu cet été. Mais c'est un bel endroit parce qu'ils ont accès van life. Fait qu'ils ont vraiment organisé ça pour que tu puisses aller passer confortablement la fin de semaine sans avoir à aller ailleurs. C'est quand même c'est assez retiré, fait que c'est un bon endroit pour justement avoir de l'hébergement facile sur place. Ben oui. C'est aussi un territoire, un terrain opéré par la FQME pour le ski hors piste l'hiver. Ah, ok, super. Fait que, autre, mettons que Notre-Dame du Portage, là, présentement, les derniers plus récents que vous avez faits, là, ça ressemblait à quoi à peu près? On vient d'arriver là, d'Abitibi, 3 semaines là-bas, là, dans le coin de Mont-Vidéo. Donc, ça fait déjà plusieurs années là, qu'on est là-bas là, à construire des sentiers, rendu quasiment une quinzaine de kilomètres là-bas. Donc, pas mal ça. Sinon, on termine Chartierville. Ensuite de ça... Ouais, ben c'est ça. On roule pratiquement à 4 équipes. C'est ça que j'avais demandé. En temps normal, là, fait qu'on parle d'à peu près une vingtaine d'employés là, sur le payroll, excusez l'anglicisme. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que, c'est assez dynamique notre affaire. On se promène là-dessus. On a une équipe d'aménagement de sentiers pédestres. Fait qu'à ce niveau-là, cette année, ça a été des places comme Réserve Gaulle du Mont-Saint-Hilaire. On a refait des sentiers pédestres à Auxerre dans l'Estrie. Sentier Panorama, le sentier qu'ils ont appelé Anaconda aussi. Fait que le pédestre, ça a très bien roulé cette année. Au niveau du vélo, ben c'est ça, il y a eu des appels d'offres publics, dont Chartierville. Ça, c'en est un qui ont rajouté un 11 km à Chartierville pratiquement. Un petit coin qui gagne à être découvert. Là. C'est un endroit qui est retiré, pas beaucoup de services.
pas très connu encore là, du monde du vélo. Fait que... Pour le fun, Chartierville, moi vite de même, je sais pas c'est où, c'est dans quel coin? 1 heure de Sherbrooke à peu près. Ça se trouve être en Estrie, tout près de la Patrie, Okay. Woburn. Tu peux voir les États-Unis, là, c'est comme un peu le circuit des frontières, si on veut, là, quasiment possibilité de traverser quasiment à vélo là, jusqu'aux États-Unis. Là, on est à peine, les sommets sont limitrophes là, avec la ligne américaine. Là. C'est vraiment très C'est un endroit, en fait, c'est le petit Compostelle, vous avez peut-être entendu parler. Ouais. Là. Ouais. Ça se trouve à passer par Chartierville. Ok, je comprends. La côte magnétique, sinon. Oui. Mais écoute, Tu sais, la côte magnétique de Chartierville, là, ça vaut le détour. De Chartierville. on est tous en même place, Gabriel, là, Chartierville, avant d'aller là-bas pour travailler. Ouais, non, c'est ça. Donc on n'avait pas très connaissance de l'endroit. Mais là, ils vont être sur la map aujourd'hui. Vos clients, c'est-tu beaucoup des villes en ce moment là, qui vont par des subventions faire des sentiers dans leur municipalité? C'est beaucoup des municipalités ou souvent des branches d'une municipalité, tu sais, des organismes à but non lucratif qui sont supportés par la municipalité, là, juste pour prendre la gestion de tout ça. Mais tu sais, ici aujourd'hui, mettons, de cette année, il y a Desjely qui est ici, la ville de Desjely, ça c'était un autre client début de saison. Portage, qu'on parlait, Notre-Dame du Portage, ça aussi c'était la municipalité qui était le client. Dans le cas de Mont-Sainte-Cécile, ça c'est un effort privé-public. Là. Je pense que Stéphane serait mieux placé pour l'expliquer. Il est ici d'ailleurs aujourd'hui. Ouais. Fait que peut-être si vous avez une chance avec lui. Là. Mais eux, lui, il a le terrain privé qui donne accès à un terrain public. Fait que, mais souvent, les endroits où on voit que ça fonctionne bien, c'est les municipalités qui sont soit supportées par des riders locaux, qui sont conseillés, ou sinon qu'il y a vraiment une forte connaissance de la culture au sein de la municipalité. Il y a d'autres places que, disons, qu'ils prennent l'argent des subventions, ils vont de l'avant avec les projets. La suite, après, elle devient plus difficile, quand la communauté n'est pas impliquée au niveau du bénévolat, au niveau des tâches d'entretien, puis ne serait-ce que juste de rouler le sentier, ce qui permet de le maintenir en bon état. Là. Un sentier pas roulé, ça se dégrade très vite. Là. Avez-vous des contrats d'entretien aussi? Parce qu'on voit plein de places, justement, que les villes qui connaissent pas ça se font faire des beaux sentiers, mais ils pensent que ça va rester là comme un sentier de randonnée pédestre, même si le pédestre a quand même besoin d'entretien aussi. Là, mais... Oui. Oui, on fait quand même un petit peu d'entretien, mais je pense que c'est souvent, en tout cas, corrige-moi je me trompe, là, Jérôme, mais il y a de l'argent pour développer. Ouais. Mais une fois que le développement est fait, l'argent pour l'entretien est pas nécessaire. C'est comme si ça faisait pas partie du projet. Fait que, les projets vont de l'avant. Il y a de l'argent pour le développement, mais après ça, l'entretien, c'est comme relayé à des bénévoles ou. Ils sont pas conscients que c'est un actif là, non, que tu ajoutes dans ta municipalité. Puis que ça demande de l'entretien, tu sais. Fait que les gens, là, quand on leur livre, tu sais, comme juste Stéphane ou cette année, là, réalise un peu qu'est-ce que c'est de réouvrir les sentiers, puis je pense que vous êtes bien placé pour le savoir avec le 47. Qu'est-ce que ça prend pour réouvrir un sentier au printemps? Bien beau de faire le meilleur travail possible en amont. Quand tu arrives au printemps, il y en a des branches de tombées, il y en a des problèmes qui sont survenus pendant l'hiver, fait que ils sous-estiment ça, puis là, c'est relayé aux bénévoles, puis c'est ça. En effet, puis surtout quand Mont-Sainte-Cécile est un bon exemple, ils sont partis de zéro, avec il y a de l'intérêt. Ceux qui sont dans le CA, là, ils ont beaucoup de connaissances, puis ils ont beaucoup d'intérêt là-dedans, puis beaucoup de volonté. Par contre, il y a pas t'as pas une communauté de bénévoles, t'as pas... puis au premier printemps, tu as 12 km de sentiers à entretenir, qui ont vécu seulement un hiver, qui sont au pire de leur cédule d'entretien, en termes des arbres qui vont tomber dedans, des problèmes d'érosion. Ça prend du temps avant que le terrain se place. Après 2 ou 3 printemps, on le voit, là, tous les projets qu'on a retournés là, pendant quelques saisons, après 3 printemps, c'est jour et la nuit là, entre la première saison. Puis là, quand tu pars de zéro, puis tu as un 10, 12, 15 km de nouveaux sentiers, le premier printemps, ça peut avoir l'air décourageant. Là. Fait que tu sais, souvent, nous autres, on parle aux gens, on parle aux responsables. Commencez un petit peu... Mettez ça, ouvrez vos sentiers, faites-les rouler, faites des activités communautaires, essayez de stimuler la communauté. Puis tranquillement, avec des corvées, puis tout ça. Puis tranquillement, il va y avoir un mode de vie qui va se créer autour de ça. Là, Puis c'est essentiel, tant qu'à moi, parce que ça passe pas... Tout ça ne passe pas par des compagnies comme nous, ça
ça passe. Nous, on vous livre, on fait le gros du travail, mais après ça, on livre ça à la communauté. Puis c'est à eux de maintenir ça à flot. Là, exact. Des fois, j'ai un peu l'impression qu'il y a des villes qui veulent, comme on dit là, qui veulent développer vélo de montagne, mais que, comme on dit, ils sont pas conscients de ce qui est après. Puis j'ai hâte de voir un peu la suite de tout ça. Il y en a dessus plein qui finalement vont juste mourir. Là, abandonner. Qui vont abandonner les projets parce que, crème, il n'y a pas de communauté. Puis c'est vrai, là, après juste un été, si ton sentier n'est pas beaucoup roulé, t'as personne qui est venu couper de la branche, passer un coup de fouette ou peu importe, mais ton sentier, à un moment donné, la nature reprend le contrôle de la place. Là, c'est pas parce que vous êtes passé faire un sentier qui est liché que c'est ça. L'année d'après, il reste. Ouais. Ben, comme quand il y a eu une mode de pump track en poussière de pierre, là, quelques années avant de voir apparaître celle d'aujourd'hui, puis vous remarquerez le nombre de municipalités qui ont fait des pump track en poussière de pierre, puis qui n'ont rien fait après, puis qu'elle s'est juste dépérie, puis elle s'est aplatie avec le temps, puis elle a disparu. Là. Pratiquement. Oui, clairement. Mais c'est drôle que vous dites ça, parce que justement, avec la dame de Desjely parlait, avec le développement, ils accordent des subventions, puis là, ils sont rendus à dire « Ouais, mais faites-vous, vous autres, des plans d'entretien? » De comment on pourrait, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le fond en œuvre pour entretenir le sentier. Puis dans ces discussions-là, peut-être qu'éventuellement mettre dans les conditions, un peu comme pour les condos, vous allez avoir une subvention, mais c'est quoi votre plan d'entretien pour qu'il y ait une certaine pérennité dans le sentier, puis que ces investissements-là, on investit beaucoup d'argent, 1 kilomètre de sentier, ça coûte énormément d'argent, mais que ça reste dans la communauté, puis que ça reste, qu'il y ait une pérennité à ça, que le sentier puisse continuer de rouler, là, peu importe. Là, Ou que ça fasse partie de la subvention. C'est toujours compliqué parce que là, il y a les questions d'années financières et compagnie, mais si c'était comme la subvention est sur quelques années, 160 000 pour construire ton sentier, puis tu as 20 000 par année pour 3 années après, le monde aurait toujours en tête que c'est ça, c'est là, je peux pas l'abandonner. C'est en plein ça, puis qu'ils le mettent dans un plan, dans le sens que ça devient comme... Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être qu'il n'y aura pas de financement nécessairement, mais comment tu comptes continuer, dans le fond, l'entretien pour qu'il y ait une pérennité à tout ça? Là, est-ce que les constructeurs, mettons, comme vous, est-ce que vous faites demander de venir ouvrir des réseaux en début de saison dans des places qui n'ont pas nécessairement de communauté autour? Ça commence, parce que la communauté elle va être très bonne à faire des corvées puis cibler des problèmes très précis. Nous, souvent, on va être plus là pour... réorganiser des sections, arranger des problèmes de drainage qui fonctionnent moins bien. Fait que je pense qu'on a nos deux rôles là, dans l'équation là, entre les bénévoles et les compagnies privées. Mais oui, on commence à en avoir. Puis c'est certainement une des avenues qu'on veut prendre, là, c'est d'avoir une équipe d'entretien qui s'occupe de retaper les réseaux. Un genre d'équipe volante qui rush en début de saison pour... puis aussi... pour les ouvertures, les fermetures, puis après ça, je pense que tout au long de l'année, il y a des améliorations à apporter à des places. Là, puis c'est ça, on parle habituellement que par rapport au coût de construction, ça devrait être un 10% le budget annuel d'entretien. Fait que, si on a un projet de 100 000, on devrait avoir un 10 000 investi annuellement. Puis ça peut être en matériaux, ça peut être en main-d'œuvre. Les bénévoles, ça a quand même une valeur aussi, fait que ça se calcule. Mais il faut quand même que ça soit pris en considération. Puis c'est peut-être moins évident les premières années, mais après un moment donné, ça rattrape. Puis quand ça vient dégrader, là, c'est de recommencer au complet. Souvent, c'est pas possible dans le même terrain. Fait que là, on dégrade un autre terrain à côté. Fait que l'entretien, là, à long terme, c'est ce qui va permettre aussi l'acceptabilité chez les gens là, qui change un peu la mauvaise perception des gens par rapport au sentier de vélo de montagne qui dégrade l'environnement. Là. Exact. Ce qui est habituellement relativement faux parce que les gens en vélo de montagne vont rouler sur le sentier s'il est en bon état. Ils ne vont pas rouler à côté du sentier. Ce qui n'est pas tout à fait vrai dans le cas du pédestre. Puis dans le cas du pédestre, c'est là qu'on a le plus d'enjeux de devoir délimiter nos sentiers pour éviter que les gens là, partent dans tous les sens. Puis on a des super bons exemples des nouveaux sentiers. À des endroits là, que le piétinement crée tellement d'érosion. C'est des flancs de collines complètes là, qui sont érodés à cause du piétinement des gens. Puis en pédestre, un peu de boîte, c'est tel que tel, tu vas passer, mais tu t'empêcheras pas de revenir. Puis souvent, moi, je l'explique comme ça aux gens qui ont peur de l'érosion des sentiers de vélo de montagne. Un sentier de vélo de montagne qui a de l'érosion, personne ne va y aller, il ne tiendra pas.
Souvent, c'est ça qui ont peur, les élus. Mais c'est impossible, un sentier qui n'est pas bien pensé pour ce qui est de la gestion des eaux. Là. C'est pas compliqué. Ça va être un tas de boîtes. Les gens vont arrêter d'y aller. Absolument. C'est impossible. Au début, dans les tout débuts, c'était pas parfait non plus ce qu'on faisait. Mais aujourd'hui, tu mets tellement d'argent là-dedans que tu peux pas te permettre de perdre ton sentier dès qu'il y a une grosse pluie. Puis, on en a des grosses pluies là, ces années-ci, là, des gros coups d'eau qu'on n'avait pas avant. Là. Ouais. Ben, tu vois, toutes les interventions qui ont été faites, mettons, dans les 4-5 dernières années, c'est tout le temps sur des histoires de drainage, réparer les trous de boîte, solidifier les sections. Ben, des années comme cette année où ça vient un coup d'orage, puis que ça vient par coup d'eau, ben, ils arrêtent de mouiller, puis à la place de dire « Hey, on a besoin de faire une 4 heures avant que les trous d'eau sèchent, puis de faire rentrer le monde dans un sentier », ben, ils arrêtent de mouiller, tu peux rouvrir comme à l'instant même, ou presque, là, tu sais, Puis ça, c'est vraiment le travail des 4-5 dernières années. Oui, les sentiers se tapent, deviennent waterproof un peu plus aussi que le temps, là, mais... Oui, puis je pense que avec les années à venir, je pense que les changements climatiques vont faire partie pas du travail aussi, là, de prévoir en amont. C'est fini, là, dans le sens que je pense que vous voyez bien chez vous, là, au lieu de juste permettre à l'eau de s'égoutter à travers le sentier, ben peut-être d'avoir un fossé de captation parce qu'il y a trop d'eau qui arrive d'un coup, puis le sentier n'est pas capable de le prendre, même aussi bien conçu que tu peux le faire. Ça marche comme... Ouais. Fait que Gabriel, c'est de la musique à ses oreilles. Ouais, c'est ça. On a fait pas mal. Tu t'en rappelles? C'est ça. Vous avez fait quoi comme ça? Je me rappelle que c'est moi qui est allé le faire. Oui. L'Apex. C'est l'Apex que vous avez fait? Ah, OK, oui, je me rappelle. La montée, puis c'est ça, on a dû retourner parce que clairement, on a aménagé sec. Comme on aménage pas mal partout, puis votre terrain il est quand même assez mince. Là. Ouais. Fait qu'on parle de cap de roche, puis l'éponge n'est pas très épaisse là, pour absorber. Puis, fait qu'aussitôt qu'il pleut, ben, ça remonte en surface, puis ça coule partout. Là. Vous l'avez retravaillé quand même pas mal là, récemment. Oui, ben tu sais que le temps, les roches sortent. Les roches sortent, on était rendu que notre sentier qu'on voulait accessible pour aller vers un sommet 1, c'était rendu que notre reconstitué qui est à côté, le chemin de 4 roues, était plus facile pour beaucoup de monde versus l'érosion qu'il y avait eu dans Apex. Fait que là, on a refait pas nécessairement un passage de pelle dedans, là, des petits bouts qu'on aurait arrangés après, là, mais sinon c'était... rechargé. On a enlevé de la roche, on a remis de la terre, enlevé de la roche, puis ça fait super du bien. Là. Je sais pas si tu l'as roulé depuis... Oui, définitivement. J'ai roulé avec mon gars, puis même vous avez fait un travail dans reconstitué aussi là, de roche. Là. Ça se peut, oui. Vous avez fait du râteau là-dedans, là, c'est sûr. Fait que les roches, ça pousse. Les roches, ça pousse. Continuellement. C'est fou, ça, hein, comment les roches, ils sortent. En fait, c'est que ça s'érode, puis les roches sont en dessous. Mais un sentier, ça change tellement vite. C'est pas tant l'érosion plus que le gel-dégel qui fait remonter les cailloux aussi. Hein. C'est pas nécessairement que le sol a disparu autour, là, mais le gel-dégel a fait remonter les plus grosses roches. Quand on utilise en fat bike, ça aide pas non plus. Là. Le gel, il sera encore plus profond. Exact. C'est pas partout. Vous parliez d'entretien. Un autre truc à considérer beaucoup que les gestionnaires de réseau n'ont pas tout le temps en tête, c'est que si vous vous lancez dans des lignes de saut, dans des bike parks, dans des grosses trails de flow, avec ben du burn, ben du volume, ben ça, c'est beaucoup de pieds carrés, puis c'est beaucoup d'érosion, puis c'est beaucoup d'entretien. Versus des petits sentiers single track avec beaucoup plus utiliser le naturel du terrain. Ça, c'est des trails qui vont souvent, s'ils sont bien aménagés, vont vieillir beaucoup mieux dans le temps. Fait que c'est tout à... Je dis pas un versus l'autre. C'est juste de le prendre en considération selon son mode d'opération. Puis est-ce qu'on a le personnel, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a l'argent pour maintenir ça à flot? Parce qu'on a tellement d'exemples de places qui ils vont gros, ils impressionnent, c'est tape à l'œil, puis tu retournes pas longtemps après, puis tout est vraiment comme en train de se dégrader, vraiment moins le fun. Pour imager un peu ça, chez nous, le sentier le plus populaire qui est la chamane, là, quand tu disais justement, c'est des gros virages, il y a des tables là-dedans, puis c'est le sentier qui est vraiment le plus utilisé chez nous. Puis après 3 ans, ben là, on est retombé en début de saison avec des pelles dedans. Fait que, on a refait 3 semaines avec 2 pelles, mais là, c'est tout. Exemple, la terre que tu avais sortie pour ton sentier, ben tu vas la chercher plus loin. Les travaux sont quand même assez longs. Fait que tu peux être limité. Tu ne veux pas repasser dans ton sentier quelque chose de trop gros non plus. Fait que
un centre, une ville qui n'est pas prêt à, comme tu disais, à refaire une intervention comme ça, s'il fait des sentiers trop gros, mais c'est clair qu'il ne faut pas se lancer là-dedans en partant. Il faut vraiment que ton corps de ton opération soit prêt à faire des repeats comme ça. On sait, nous autres, dans 3-4 ans, ben, c'est plate, puis on va falloir le refaire encore pour garder ça au niveau que le sentier devrait être. Clairement, puis ça ne respecte pas nécessairement non plus. Un atterrissage de saut, on ne peut pas nécessairement respecter le grade qu'on devrait respecter. L'atterrissage, on ne peut pas faire une barre d'eau en plein milieu de l'atterrissage, là, juste pour que. Fait qu'à un moment donné, l'eau prend de la vitesse, puis elle va en créer de l'érosion sur l'atterrissage. Fait qu'il va falloir que tu retournes, puis. C'est sûr. Ouais, les zones de compression entre les sauts, là, souvent ça, parce qu'en plus, les lignes de saut sont souvent très larges. Là, on parle de, mettons, une emprise qui peut aller jusqu'à 15 à 20 pieds. C'est dur là, de faire une pente latérale pour faire sortir son eau. Fait que, veut pas, ça finit. Puis étant donné que les zones de compression, c'est souvent, les atterrissages font plus au centre, c'est là que ça va se compacter. Fait qu'on se ramasse tout le temps à avoir une dépression au centre de la piste. Absolument. Très dur d'aller chasser l'eau vers l'extérieur suite à ça. Fait que, c'est beaucoup d'entretien. Beaucoup d'entretien, les parcs. Puis pour qu'ils soient sécuritaires et à point, il faut prendre ça en considération, là, c'est sûr. Un petit mot peut-être, vu qu'on est au symposium puis qu'on va prendre un peu le pouls des gens en même temps sur ce qui se passe ici. Je sais pas si vous avez de quoi à dire sur, même si c'est le début de l'événement, là, on est comme dans la première matinée, première journée, fait que je sais pas si vous avez un petit mot pendant qu'ils vont faire je vais vous filmer. C'est correct. Mais on vous êtes déjà filmé en plus. C'est ça tout le long. Non, mais je trouve que c'est une belle initiative, dans le fond, qu'il y a ça ici au Québec. Ça fait déjà, dans le fond, plusieurs années qu'il y a des PTBA, des rencontres avec soit les trail builders ou qui se font ailleurs, mais c'est le fun que ça se fasse ici. Je pense qu'il y a différents réseaux, il y a des différents acteurs là, du milieu, puis c'est une communauté qui se développe, fait que c'est plaisant, des belles initiatives. Ouais, c'est le fun de voir ça. On espère que ça va revenir. On espère certain. Ouais, ça fait quand même quelques années qu'on va justement au congrès annuel là, des Professional Trail Builders qui se trouve à être aux États-Unis à chaque année. Cette année, exceptionnellement, ils le font à Derby, Tasmania, avec justement Glenn Jacobs, là, qui est keynote speaker en ce moment, là, qui invite le monde là-bas. Fait que on est un peu la version canadienne de ça. On est dans les PTBA members au Canada, la plupart sont au Québec. Fait que je pense sur 9, je pense qu'on est 6 compagnies québécoises. Fait que tant mieux si on peut ramener cet événement-là au niveau canadien, le ramener au Québec. Puis tant mieux que l'événement est bilingue en ce moment, là, justement pour pas se fermer de porte à ce niveau-là. Ouais. Parce que je pense que si on fait ça juste en français, là, on va se limiter. Assurément. Puis la portée de ça, notre industrie n'est pas si grosse que ça. On a besoin d'avoir le outreach là, chez nos voisins du Sud. C'est quand même impressionnant d'avoir rassemblé à peu près 200 personnes, parce qu'on vient tous de monde où on n'a pas énormément d'argent. C'est pas le gouvernement qui paye. Moi, je suis habitué d'organiser des congrès, mais des congrès où 80% des participants, ils travaillent pour des villes, puis des ministères, des trucs de même. Fait que c'est plus facile d'envoyer des gens. Là. Tout le monde est dans des organismes à but non lucratif. Le monde n'a pas tant d'argent. Il y a quand même eu une grosse réponse là, avec 200 personnes. Puis j'ai remarqué aussi, je parlais avec les gens plus de l'extérieur. Puis souvent, ceux qui ont payé leur inscription, c'est les villes. Fait que, la ville, il y a un organisme à but non lucratif, mettons, dans Rimouski, là, juste ça, puis ils disent, regarde, on paye l'inscription pour une personne et l'hôtel, puis il va apprendre à ce congrès-là. Fait qu'il y a vraiment eu du budget qui est venu des villes qui comprend qu'il y a aussi qu'il y a quand même une offre touristique, puis t'amènes des gens, là, on parlait avec Jean-François tantôt, je veux dire, il y a des gens qui vont spécialement en tourisme en Gaspésie pour ça. Là. Toi, tu l'as fait il y a 1 an ou 2. Fait que, les villes sont en train de comprendre ça. Mais d'avoir réussi à avoir 200 personnes, c'est très niché, le vélo de montagne. Là. On n'est pas un congrès Vélo Québec qui parle de tout. Là. C'est quand même impressionnant. Non, c'est impressionnant. Puis c'est de plus en plus documenté, les retombées là, sur le vélo de montagne. Là. Donc, je pensais bien là, justement que les villes envoient quelqu'un pour voir c'est quoi la retombée, puis on peut aller chercher de l'information, puis comment on s'y prend nous aussi pour développer ça de la bonne manière, apprendre un peu sans que ça soit péjoratif, mais des erreurs des autres. Il y a eu d'autres mondes avant, fait qu'on vient apprendre comment faire pour aller chercher des subventions, c'est qui peut nous aider pour le développement, l'entretien, et ainsi de suite. Là, fait
non, c'est des belles initiatives, c'est le fun. Super. Ben, on vous dérange pas plus. Ouais. Ben, Gros merci. Merci, c'était un Merci. bon congrès, les Merci. gars. J'ai osé tout Merci, ça. vous autres aussi. Yes. On s'en va d'un trade. Yes. Yes, sir. Merci.